Christian Piel qui, lui, met en œuvre aussi à une échelle, cette fois, du projet, à une échelle urbaine, mais plus spécifique, projet par projet, des aménagements de ce type. Peut-être il va pouvoir nous en parler, mais peut-être juste avant, un mot, alors peut-être ça vient dans votre présentation, mais sur votre fonction, sur votre métier qui a l'air assez rare. J'avais jamais entendu parler d'hydrologue urbaniste. Oui et non, en fait. Ou alors c'est deux métiers en un, peut-être. Alors, oui, c'est deux métiers en un. Est-ce- Voilà. C'est deux métiers en un. Oui, alors effectivement, on va dire, il y a 20-30 ans, on était assez peu nombreux à être urbanistes et hydrologues. Mais en fait, c'était le début d'une histoire que je vais raconter dans la continuité de ce qu'a raconté Nicolas. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est dit, mais en fait, pour gérer les eaux pluviales, en particulier les eaux pluviales de la ville, peut-être que le monde de l'assainissement n'est plus capable, parce que la ville s'étend, et c'est elle qui impacte, qui génère du ruissellement, et donc on ne peut pas agrandir sans arrêt les tuyaux. Donc il faut intervenir sur la ville. Et donc certains, Bernard Chocat, qui est un peu notre dieu, et d'autres, se sont dit, en fait, il faut travailler avec les urbanistes. Et donc certaines collectivités se sont rapprochées des urbanistes, dont moi et dont d'autres. Et on a réfléchi à ce qu'on appelait à l'époque les techniques alternatives, ce qui pouvait être une alternative au réseau. Et c'est ce que je vais présenter. Et alors, juste Voilà. pour bien préciser, avant d'entrer dans votre présentation, et parce que j'imagine que c'est bien plus que votre quotidien, alors même que nous autres, lorsqu'on entend toutes ces problématiques-là, c'est pas forcément évident de notre œil extérieur. En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'on a le réseau d'égouts qui nous a été présenté à l'instant par Nicolas Loninski, ce réseau qui est fixe, qui est, j'imagine, assez difficile à étendre, et il est là, il est tel qu'il est. Et si la ville, elle, se développe, il y a un moment où on arrive à saturation de ce réseau, et donc vous devez trouver des moyens, finalement, de minimiser l'eau qu'on fait rentrer dans ce réseau. C'est ça. C'est pas, on ne va pas minimiser les volumes d'eau, ou très peu, on va dire. On va surtout minimiser le débit. Le principe, c'est de retrouver un processus naturel à la campagne quand il pleut. Il y a une partie qui s'infiltre, puis il y a une partie qui s'écoule tout doucement et qui va au réseau. Mais le temps qu'elle s'écoule eh bien, est assez étendu, donc le débit est relativement faible. Aujourd'hui, avec la ville est complètement étanche, et puis vous voyez, il y a des tuyaux qui la drainent, si bien que cette même pluie, on va dire, dans un tissu urbain très dense, comme ça, très imperméable, elle arrive très vite dans les réseaux. Donc elle arrive avec un très gros débit. Et donc elle n'arrive pas à s'engouffrer dans les réseaux, où les réseaux sont trop petits. Et donc, soit on agrandit les réseaux, à un moment, ça a des limites, on a vu le prix que ça peut avoir, soit on fait en sorte de retenir temporairement cette eau avant qu'elle arrive dans le réseau, de façon à ce que les réseaux ne saturent pas et n'aillent pas déborder par ailleurs là où on ne le souhaite pas, quoi. Et alors voyons concrètement, alors cette étude de cas va nous permettre de mettre une image de projet sur cette idée-là. Alors, avant l'étude de cas, avant l'étude de cas, je voulais un petit peu raconter l'histoire dans la continuité. Je trouve ça très intéressant. Comme je disais, effectivement, il y a une trentaine d'années, un peu plus peut-être maintenant, il y a eu une trentaine d'années où là, les villes s'étendaient de plus en plus. Il y a eu cette difficulté de maîtriser les eaux. Donc, il y avait des problématiques de ruissellement. Et donc, à ces problématiques de ruissellement, on a dit il faut qu'on crée des bassins de rétention. Voilà, cette problématique de ruissellement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une grosse pluie, ce qu'on appelle exceptionnelle, qui se produit tous les ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans, peut-être plus encore. L'eau n'arrive pas à s'engouffrer dans les réseaux et ça déborde, quoi. Voilà. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'agrandir les réseaux, comme je vous disais, et puis surtout, on a fait des bassins de rétention. Donc, un bassin de rétention, c'est quoi? Ça peut être ce type de dispositif. Il n'y en a pas à Paris, parce qu'à Paris, comme l'a très bien dit Nicolas, Belgrand avait très bien dimensionné le réseau. D'une part, et d'autre part, l'exutoire, la Seine, est toute proche. Donc l'eau, elle arrive très vite dans l'exutoire et ça ne pose pas de problème. En revanche, dès qu'on s'éloigne des exutoires, et c'est le cas des villes de banlieue, eh bien, il faut retenir ces eaux dans des bassins de rétention. Donc, quand on a commencé à faire ces bassins de rétention, ce qui d'ailleurs a été généré généralement par la loi sur l'eau, qui est arrivée en 92, les bureaux d'études, les techniciens liés à l'eau, les bureaux d'études VRD, comme on dit, ont fait des bassins de rétention de ce type. On ne savait pas très bien comment faire, et donc on avait ce type d'ouvrage, ça pouvait être des ouvrages enterrés, etc., qui sont des ouvrages coûteux et pas très fiables, on va dire. Et puis on a fait aussi ce type d'ouvrage qu'on appelle des structures alvéolaires ultra légères. C'est l'espèce d'éponge qu'on met dans le sol et qui fait que lorsqu'il pleut beaucoup, bien, on vient stocker cette eau dans l'éponge. Et puis ensuite, à la fin de la pluie, tout doucement, l'eau retourne vers le réseau.
pour moi, c'est pas très intéressant parce qu'en réalité, ça se colmate assez vite. Et puis comme on va le voir, l'argent qu'on met là-dedans, on le met pas, n'a pas d'autre usage, donc c'est un peu dommage. Donc c'est ni fiable ni durable, je dirais. Ça se colmate assez vite. C'est enterré, hein, pour bien comprendre. C'est enterré, absolument. Oui, absolument. Je vais un peu vite là, mais. Ensuite, il y a 20 ans, enfin je dis il y a 20 ans, il y a 25 ans, hein, c'est un peu caricatural, on s'est dit, mais en fait, pour que ces ouvrages soient durables, il faut qu'ils soient à ciel ouvert, premièrement. Il faut qu'ils soient gravitaires, effectivement, c'est mieux. Et pour qu'ils soient intégrés dans la ville, eh bien, il faut les intégrer peut-être d'un point de vue paysager. Alors j'ai mis cette image parce qu'elle est un peu caricaturale, c'est le tout début, quoi. On voit, c'est un bassin de rétention qui a été dessiné par un bureau d'études sur AutoCAD, probablement, je ne sais quoi. Et puis, on a demandé au paysagiste, voilà, intègre la chose, quoi. Donc, il a mis 4 plantes, quoi. Voilà. Voilà, là, j'aime bien montrer cette image parce que le bassin de rétention au centre, et j'aime bien blaguer dessus en disant, voilà, la ZAC est immonde, le bassin de rétention est immonde, donc il y a une espèce d'harmonie qui s'est faite entre une démarche partagée entre l'urbaniste et l'hydrologue, et voilà. Et puis petit à petit, on s'est dit, mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de mieux intégrer ça dans la ville? On a fait ce qu'on appelait les nous. Alors l'anneau aujourd'hui, c'est un petit peu certes dépassé, mais on va dire il y a 10 ans, c'était un peu un marqueur d'une approche environnementale, exactement comme une éolienne par exemple. Vous voyez, c'était vraiment, si on ne mettait pas de nous, c'est que le quartier, c'était un quartier qui polluait l'environnement, quoi. C'est quoi une noue? Dites-nous, on entend ce Bah, mot nous oui, paysagère. une noue, en fait, c'est un fossé, mais qui est un peu plus plat qu'un fossé pour que ça soit mieux intégré dans la ville. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un trou dans une ville où les gens risquent de tomber. Donc, c'est le type Là, il y a un d'espace. fossé là par exemple. Voilà, là, exactement, là, il y a un fossé, l'espace vert. Alors, je ne pas montré, mais l'espace vert, il est légèrement encaissé. Et puis, donc, l'eau ruisselle gravitairement. Elle va dans l'espace vert. Et puis, alors, soit elle s'infiltre, soit elle va s'écouler tout doucement de bief en bief avant de rejoindre le réseau, peut-être 1 heure ou 2 après la pluie, ou en tout cas à débit régulé, de façon à ne pas saturer le réseau, de façon à ce que le surplus d'eau soit stocké dans ces noues et n'aille pas plutôt inonder des espaces qui seraient plus fragiles. Voilà. Et puis ensuite, on s'est même dit, mais finalement, l'eau, là, on vient gérer les eaux exceptionnelles, donc elles sont donc là exceptionnellement, donc on peut intégrer ça dans plein d'espaces. Ça, c'est un bassin de rétention, en fait, c'est un parc qui, en cas de grosse pluie, bien, vient s'inonder, vous voyez, dans les creux, là. Je crois que j'ai une petite slide, non, je ne l'ai pas, c'est pas grave. Vient s'inonder en cas de pluie, et puis quelques heures après cette pluie exceptionnelle, l'eau s'est infiltrée, et on retrouve la fonction de parc. Vous voyez, là, il n'y a plus de clôture, il n'y a plus tout ça. Ce qui est intéressant là, par exemple, c'est que le financement lié à la gestion de l'eau, il sert certes à gérer les eaux, mais il sert également à financer le parc. Donc vous voyez, d'un coup, ces deux usages, là, ça commence à être intéressant. Et puis on a même fait ça on a fait ça dans des tissus urbains assez, très fréquentés, on va dire. Là, c'est en Seine-Saint-Denis. Pourquoi la Seine-Saint-Denis? Parce que c'est un territoire qui est très plat et donc très sensible aux inondations. Enfin, bref, c'est un quartier où les espaces verts sont inondables. On a mis des passerelles, on a surélevé les terrains de sport. Bref, on a intégré ça dans la ville et on a intégré aussi la notion de vulnérabilité en essayant de la diminuer le plus possible, de façon à ce qu'il n'y ait pas de risque, en fait, soit intégré dans la ville. Quand on parle d'intégration, c'est ça. Et puis on fait ça à toutes les échelles. Ça, c'est un parc également à Seine-Saint-Denis, Noisy-le-Sec, où là, c'est un parc qui était intégralement financé, on va dire, par l'Agence de l'eau et l'Agence des espaces verts pour sa fonction hydrologique. Mais en réalité, quand on le visite, c'est d'abord un parc. Vous voyez, donc c'est là où il y a une notion d'intégration dans la ville. C'est une intégration technique, écologique, mais également financière. Pardon, très concrètement, ça veut dire qu'un parc comme ça, il est inondé combien de fois par an, par 10 ans, par mois, je sais pas. On va dire que la partie la plus basse, celle où il y a un petit, on voit un petit peu des, je sais pas comment dire, c'est notre zone humide, c'est ce qu'il y a à gauche, l'espèce voilà, le truc jaune, c'est inondé quasiment à chaque pluie. D'accord. Mais la totalité, on va dire, c'est toute une bande qui est au centre du parc. Bah, c'est là où il y a du vert, on va dire. Elle va être inondée sur 20 cm une fois tous les 10 ans à peu près, pendant 2 ou 3 heures. Et donc, après, intermédiairement, la pluie 5 ans va occuper les 3 quarts, peut-être, etc. Donc mais ça vaut le coup. Donc il y a une vraie vie, effectivement, en dehors de l'inondation. Bien sûr. C'est En fait, presque 100% du temps. on finalement. gère les plus exceptionnels, donc c'est vraiment très exceptionnel. Et on garde pas l'eau, parce qu'il faut de nouveau être disponible en cas d'une autre pluie. Donc l'eau, elle s'en va au bout de 2 ou 3 heures, au bout de 4-5 heures. Voilà, quoi. Donc c'est ça l'intérêt, en fait, de ces ouvrages. Ensuite, voilà, et toujours, donc on est passé d'une gestion très génie civil, avec des ouvrages enterrés, etc., des pompes, à une gestion très écologique, en tout cas du génie écologique.
Là, par exemple, c'est un dispositif de dépollution des eaux pluviales par phytoremédiation, donc c'est par les plantes. Donc, les eaux pluviales passent à travers un filtre à sable, et puis il y a des plantes qui viennent dégrader la pollution. Donc vous voyez, il y a eu ce transfert. Et puis il y a 10 ans, bon, c'est vraiment caricatural mon histoire, mais il y a 10 ans, on s'est dit, mais finalement, peut-être qu'un quartier de ville peut intégrer cette problématique de l'eau, plutôt que d'avoir à créer une ville avec des impacts et compenser les impacts par des ouvrages. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de créer la ville pour qu'elle ne soit pas impactante, on va dire. Donc là, par exemple, c'est un quartier en Bretagne. Alors voilà, c'est un quartier, je passe les 2 slides pour qu'on voit, qui a été dessiné à travers, enfin, en respectant la trame initiale de l'eau, et donc les zones humides, etc. Et on a dessiné la ville avec. Voilà, ce qui fait que c'est l'ensemble de la ville qui se dessine par rapport à ça. On a donc une trame de l'eau, là où s'écoule l'eau en cas de pluie, même en cas de petite pluie, on va dire, qui s'accompagne forcément par une trame verte. L'eau devient une ressource. De même, à l'échelle de la parcelle, il y a bien des stockages de l'eau sur la toiture, un petit peu dans les jardins, etc. Et ça s'accompagne d'une trame verte. Donc là, il y a bien, c'est intégré dans la ville, et l'eau devient également ressource. Donc c'est intéressant parce qu'on va aller de plus en plus vers cette notion-là. Et ce qui est intéressant, là où on voit bien, c'est qu'en fait, l'architecte, par exemple, il devient très concerné par la gestion de l'eau. Son bâtiment doit intégrer ces choses-là. Le paysagiste de la même façon. Le bureau d'études également. L'écologue aussi. Bref, et même le citoyen, même l'usager, parce qu'il va voir les eaux qui vont circuler. Donc c'est vraiment, on change complètement de paradigme, comme on dit, par rapport à ça. Et ça va être de plus en plus. Voilà, je ne vais pas tout détailler, mais ça se fait à toutes les échelles. Ça, c'est une ZAC, tout près de Paris, ZAC du Parc d'Affaires. En l'occurrence, je me suis trompé, ce n'est pas le Parc d'Affaires, c'est la ZAC du bord de Seine, mais c'est juste à côté. Où, comme ça, on stocke d'abord sur les toits, puis ensuite, ça va dans l'espace vert, puis ensuite, les eaux sont dépolluées via ces massifs. Ensuite, ça s'écoule dans un parc qui est inondable, et puis ça va rejoindre dans un autre bassin de rétention. Ça, c'est un bassin de rétention. Et tout ça rejoint la Seine avec des nous sur la gauche, et également des bâtiments sur pilotis, parce que, étant au bord de Seine, il y a aussi une autre contrainte dont je n'ai pas parlé, qui est le débordement de la Seine, dont il y a une réglementation qui s'appelle le PPRI, le plan de prévention des risques d'inondation. Bref, on voit que la morphologie des quartiers nouveaux est complètement, enfin non, pas complètement, est fortement influencée par la gestion de l'eau. Gestion de l'eau du risque, mais également l'eau finalement de la ressource. Mais cet aspect ressource, on va le voir de plus en plus. Justement, c'est ça. Donc aujourd'hui, vers quoi on va? Et j'arrive à mon cas, à l'étude de cas. Annoncé votre venue aujourd'hui. J'ai menti, mais il fallait l'introduire cette étude. Voilà, vous avez bien raison. Exactement. Est-ce qu'il me reste encore un peu de temps Oui. D'accord. Bon, très bien. On avance. Bon, c'est parfait. Non, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'en fait, pour répondre à cette contrainte, en répondant à cette contrainte, on va répondre à un tas d'autres enjeux. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est la notion de ressources qui arrive. Premièrement, pourquoi ça? Parce que le contexte a changé, et là je reviens sur la notion d'abattement des petites pluies, et vraiment Nicolas, je dis ça sans flagornerie, mais le plan pluie de la ville de Paris, c'est un exemple qu'on cite partout, et toutes les villes, là aujourd'hui, la ville de Nantes, etc., tous les plumes intègrent ce plan pluie. En fait, comme ça a été très bien expliqué, le principe, c'est de dire... Alors attendez, pour que ce soit clair, ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, ça gérait les pluies exceptionnelles. Donc c'était exceptionnel. Là, le plan pluie, c'est pas forcément gérer les pluies exceptionnelles, c'est l'inverse, c'est gérer les pluies courantes. Et le principe, que je résume un petit peu différemment, mais c'est la même chose, c'est de dire que, comme on l'a vu, quand il pleut, l'eau, elle va dans les réseaux qui sont unitaires, le niveau monte dans le réseau, et soit ça va jusqu'à HR, et là, HR reçoit d'un coup un gros débit d'eau et se met en mode dégradé, peut-être je caricature, hein, Nicolas, mais en gros se met en mode dégradé et n'arrive pas à traiter cette eau. Donc ça génère une pollution du milieu naturel. Soit ça déverse directement dans le milieu naturel. Bref, en gros, je caricature, hein, j'espère qu'on ne se fâche pas, Nicolas. En gros, quand il pleut à Paris, on pollue le milieu naturel. C'est ce qui a été dit tout à l'heure dans la présentation de Nicolas Loninski. En cas de grosse pluie, on déverse dans le milieu naturel. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer en un mot, c'est ce que vous venez de dire là, mais ça veut dire que vu qu'il y a trop d'eau qui arrive en même temps dans l'endroit, le grand réceptacle, on est obligé d'en laisser sortir
C'est un peu bizarre de se dire ça. C'est quoi l'eau qu'on fait sortir à ce moment-là? Alors, bon, donc, C'est quand même pas l'eau de nos égouts. J'ai essayé d'être clair, hein, c'est pas facile. C'est un réseau unitaire à Paris. Donc, par temps sec, il y a de l'eau usée qui circule dedans. Donc, c'est des petits débits, on va dire. Voilà. Comme l'a dit Nicolas, en cas de pluie, il y a de l'eau usée qui s'écoule toujours, mais il y a de l'eau de pluie qui vient se mêler à cette eau. On va l'appeler une eau unitaire. Ça mélange les deux. Donc c'est bien ce que je Comme l'a craignais. dit Nicolas, ça mélange les deux. Hein. Le niveau peut être 4 fois plus fort, mais ça peut être déjà 2 fois plus fort. Donc si on laisse aller toute cette eau jusqu'à HR, la station, elle ne sera pas traitée, toute cette eau. Donc elle va rejeter en mode dégradé, en tout cas. Enfin, elle va traiter en mode dégradé cette eau, elle va rejeter une eau qui n'est pas nickel. Voilà. Ou alors, cette eau ne parvient pas à aller jusqu'à là-bas. Il y a des déversoirs, comme on l'a vu, certes de moins en moins, mais il va y avoir des déversoirs qui vont balancer cette eau dans la Seine directement, qui est une eau unitaire. Donc, quand il pleut à Paris, on pollue le milieu naturel. Et donc, la ville de Paris, ce qu'elle a intégré dans son plan pluie, c'est de dire, en fait, on va changer le paradigme. Il ne faut plus que cette eau arrive dans les réseaux. Il faut que la ville soit suffisamment spongieuse pour qu'elle retienne, elle soit en capacité de retenir cette eau des pluies courantes, voilà, parce qu'elle est spongieuse. Comment on rend une ville spongieuse? Eh bien, premièrement, on la désimperméabilise, très important. On change le bitume, etc., etc. Deuxièmement, quand on ne peut pas le faire, on met des toitures végétalisées, par exemple, mais sur des épaisseurs quand même assez importantes. Donc, on va créer de la spongiosité. Et puis, on essaie de préserver de ce qu'on appelle la pleine terre. Ça veut dire c'est de la terre sur lequel, ou en tout cas sur lequel il n'y a rien, si ce n'est de la terre, ou alors c'est profond. Quoi. Bref, ça permet d'avoir une spongiosité. Ça va se traduire par de la végétalisation, en fait. Donc, en créant la ville spongieuse pour protéger le milieu naturel, on va encourager la végétalisation. Donc, c'est une autre forme de contrainte qu'on impose à l'aménageur, au promoteur, mais qui est en réalité assez bénéfique. Voilà, donc ça, c'est une nouveauté qui va conduire à ce changement de paradigme. Voilà, ça c'est un exemple sur un permis, comment on va végétaliser. Alors ça, je ne peux pas montrer, mais on essaie d'avoir des espaces où l'eau va venir percoler et puis ensuite s'évaporer ou s'infiltrer dans les sols. Et puis ensuite, il y a également une autre demande aujourd'hui qui est très forte, c'est une demande de nature en ville. Alors qui se trouve sous plein de formes, qu'on retrouve sous plein de formes, qui peut être la biodiversité. La demande, ça peut être aussi de l'agriculture urbaine, ça peut être aussi de la fraîcheur, de l'îlot de fraîcheur. Enfin bref, ça peut être du vert, tout simplement. Bref, il y a cette demande. Et puis ensuite, autre notion qui a changé, c'est on redonne de la place à l'eau. Il y a très longtemps, avant, on se battait contre l'eau. On mettait des digues, on les mettait des tuyaux, etc. Aujourd'hui, on dit non, on ne peut plus lutter contre la nature comme ça. Il faut faire avec. Donc on accepte cette eau. Et même les pouvoirs publics, même l'État, dans les PPRI, dans tout un tas de documents, a changé son approche et accepte l'eau dans la ville. Quoi. Il faut redonner de l'eau dans la ville. Et puis autre chose, et ça c'est de plus en plus, on a réintégré le fait que l'eau, ça peut être une ressource. L'eau pluviale, c'est également une ressource. C'est pas que du risque, c'est pas que de la pollution, c'est pas que de la nuisance, c'est aussi une source intéressante. Et donc, ce qui est intéressant, et j'en arrive à mon opération type, à mon étude de cas, donc c'est la ZAC par défaire. Pourquoi j'en parle comme ça? Je montre cette image qui est une image de publicité qui dit voilà ce que va devenir cette ZAC. Pourquoi je la montre? C'est qu'en réalité, elle va devenir ça. Non pas que je veuille absolument faire de la publicité, parce que c'est vrai que c'est le genre d'image en général qu'on a en phase de concours, mais qu'on n'a plus du tout en phase réalisation. Là, non, ça va être comme ça. Pourquoi? C'est qu'en réalité, premièrement, ils n'ont pas le choix. Il y a des contraintes, il y a la loi sur l'eau, et puis surtout, il y a l'abattement des petites pluies. Donc là, on est à Asnières-sur-Seine. Ils ont intégré, non pas le plan pluie de Paris, mais les principes du plan pluie de Paris, qu'on retrouve dans le SAGE, qu'on retrouve dans l'ESDAGE, etc. Donc ils vont devoir gérer les eaux pluviales sur leur toiture, les pluies exceptionnelles. Ils vont devoir gérer les pluies courantes également dans l'épaisseur de terre verte. Ensuite, l'eau va s'écouler. Comme elle s'écoule très rarement maintenant, puisqu'elle est retenue en hauteur et à trop petit débit, on n'a plus mis de tuyaux. L'eau va circuler dans les caniveaux ou dans des toutes petites noues qui font 1 mètre de large, on va dire peut-être 10 ou 20 cm. Ça va circuler dans l'espace vert et ça va circuler sur la voirie. Ça va rejoindre un espace vert qu'il y a au milieu, qui est dessiné par l'agence Terre, qui va intégrer les pluies exceptionnelles de l'espace public. Voilà. Et tout ça, donc c'est la contrainte. Premièrement, c'est la contrainte, c'est également la réglementation. Troisièmement, c'est le financement. En fait, l'agence de l'eau, elle finance ce type de désimperméabilisation. Parce que toute l'eau qui n'arrive pas dans les stations d'épuration,
c'est une économie qui est faite. Donc, plutôt que d'investir dans les stations d'épuration, ils se disent on va plutôt investir à la source, faire en sorte que l'eau polluante n'arrive pas dans les stations. Et donc, ils financent largement les toitures végétalisées comme ici. Ce qui est intéressant, j'ai le temps encore ou... On arrive quand même à la fin de votre intervention, bon, mais allons-y, je crois que c'est... Non, ce qui est intéressant, c'est que par ailleurs, donc, il va y avoir toute cette végétalisation et on ne sait pas très bien quoi en faire. Et donc, il y a une entreprise qui est arrivée qui s'est dit, mais finalement, on pourrait faire de l'agriculture urbaine sur ce site, puisqu'on a beaucoup d'espace. Donc, cette entreprise est allée voir chacun des promoteurs en disant, si vous voulez, moi, je m'occupe de vos terrains et je vais faire de l'agriculture urbaine. Et je vais vendre la production dans le parc à cette population locale. Donc d'un coup, le promoteur s'est dit, voilà, en termes d'image, mettre agriculture urbaine plus circuit court, c'est formidable. Plus éventuellement un peu de réinsertion. Enfin bref, il coche toutes les cases de la je sais pas quoi. Et donc, voilà, ça va donc se faire parce que c'est comme ça. Alors après, on peut s'en réjouir parce que c'est beaucoup de nature et c'est une vraie nature. On retrouve les vrais processus naturels dedans, l'infiltration, etc., la biodiversité, etc., etc. Après, est-ce qu'on a envie que toutes les villes, enfin que tous nos quartiers deviennent comme ça? Peut-être c'est aussi un petit peu caricatural. Et là, après, c'est aux architectes, aux urbanistes, etc. de le juger. Juste pour conclure, là, on voit bien que c'est vraiment à l'ensemble des acteurs de l'aménagement de gérer les eaux pluviales. Quand on parle d'intégration, quand on parle d'urbanistes, il faut que les urbanistes, mais il faut que les écologues, les architectes, l'ensemble des bureaux d'études travaillent là-dessus pour pouvoir avancer. La preuve, par exemple, ça, c'est une coupe d'une dalle au-dessus d'un centre commercial. C'est un des îlots, je ne vais pas détailler, mais qui doit avoir comme fonction de parc. Il est inondable pour les pluies exceptionnelles, il absorbe les petites pluies, etc. Donc là, il a fallu que le paysagiste travaille avec le bureau d'études structure en béton. Enfin bref, ça c'est en plan, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pareil. En fait, c'est intégrer l'eau sur une dalle qui elle-même supporte un parc. Vous voyez, il y a tout un tas de contraintes. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, je pense que ça va être bientôt dans le PLU de Paris, mais c'est déjà dans le PLU de Nantes, ils imposent des coefficients de biodiversité. En respectant ces coefficients de biodiversité, on respecte déjà les coefficients d'impavibilisation des sols et on serait conforme au plan pluie. Donc vous voyez, il y a toute une synergie de la contrainte qui va, à mon sens, dans le bon sens et qui génère cet urbanisme. Si vous voulez, je peux encore vous raconter plein de choses, mais peut-être je crois qu'on... Ou alors on avance rapide, mais parce qu'on a une question là qui est tombée il y a quelques minutes et qui prolonge un petit peu ce que vous nous disiez à propos des différents acteurs qui doivent se concerter pour réfléchir ensemble. Vous nous le montriez à l'instant à travers ce projet-là. Et on a une question, je vais retrouver le nom de la personne qui pose la question, qui nous demande qu'est-ce qu'il en est de... qu'est-ce qu'il en est? Voilà, je l'ai, cette question juste là. Excusez-moi, je l'ai vu passer et je l'ai perdu juste ensuite. Bon, bref, qu'est-ce qu'il en est du maintien et de toutes ces infrastructures et de leur entretien au quotidien? C'est-à-dire que c'est vrai que ça crée des programmes très complexes, en fait, tout ça. Qui ensuite a la main là-dessus? Est-ce que c'est la ville qui s'occupe d'entretenir ces espaces? Est-ce que c'est un vrai sujet, en fait. C'est un vrai sujet parce qu'effectivement, il y a une certaine complexité, en tout cas dans la conception et la mise en œuvre. Non pas que ce soit très compliqué en réalité, mais il faut que l'architecte se penche sur le problème de l'eau pluviale. Ça, c'est un vrai sujet. C'est plutôt ce mélange. C'est d'un coup, en fait, que le domaine de la gestion de l'eau ne soit plus réservé au service assainissement, mais soit réservé, passe au service architecture ou environnement ou je ne sais quoi. Et c'est ça la difficulté, en fait. Question d'Hélène, voilà, pardon, excusez-moi, ça me revient. Et on remercie Hélène. Ce que je dirais à Hélène, c'est qu'en réalité, la mise en œuvre de ce type de dispositif, il est beaucoup moins cher en réalité que si on avait fait les techniques classiques qu'on a vues au début avec des tuyaux, des bassins de rétention, des pompes, etc. La difficulté, c'est qu'on met du verre. Alors on pourrait en mettre moins en réalité, mais là il y en a beaucoup. L'entretien de ce verre, il est également à un coût inférieur de l'entretien de l'assainissement qu'on aurait eu autrement. La difficulté, c'est que généralement, les services d'assainissement ne donnent pas l'argent aux services espaces verts pour entretenir ça. Et c'est là la difficulté, c'est comment ce changement le fait que le domaine de l'eau passe dans d'autres services
comment on transfère cet argent, ces fonds, etc. Voilà. Tiens, c'est peut-être une question d'ailleurs qu'on peut poser à Nicolas Loninski sur cette question de gouvernance d'une certaine manière d'un service à un autre. C'est des questions que vous vous posez aussi. Est-ce qu'il y a des réorganisations en vue aussi au sein de vos directions? C'est des vrais sujets, effectivement. Il y a la conception et puis l'exploitation. Non, non. Vous m'entendez? Oui, non, non, c'est un vrai sujet. Il y a la conception d'une part, mais il y a l'exploitation derrière. Il faut la penser dès la conception. C'est-à-dire, qui va réaliser cette exploitation de ces espaces qu'on appelle multifonctionnels en général? L'assainissement n'est pas censé être financé par, enfin, quelque part sur les eaux pluviales. Donc, il y a aussi une complexité financière derrière tout ça, on est d'accord. Mais derrière, en fait, ça nécessite qu'à la fois le gestionnaire de l'assainissement modifie sa pratique de gestion parce qu'il va peut-être récupérer de l'entretien de peut-être de certains drainages, de certaines parties enterrées sous ces espaces verts. La direction des espaces verts, dans ces cas-là, va gérer des nouveaux espaces qui auraient pu être des tuyaux à la place. Et donc, ça génère des discussions, des frictions. Et je dirait qu'on est dans une approche voilà, de changement. Ça ne se fait pas comme ça naturellement. Il faut avancer par petits pas, par des projets qui réussissent, avec des acteurs qui les portent. Et c'est vrai que le volet des financements de l'Agence de l'eau est vraiment un levier qu'il ne faut pas négliger. On on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et pas mal de questions un petit peu techniques. Alors, je vais prendre le temps de bien les assimiler et je vous les reposerai tout à l'heure aux uns et aux autres. Peut-être une question qui vous concerne, Nicolas Loninski, ou peut-être vous, Christian Piel. On nous demande l'avenir de la station d'épuration d'Achères. Parce qu'après tout, si voilà, les projets qu'on vient de voir et ce que vous nous disiez à l'instant, Christian Piel, d'une généralisation de cette meilleure gestion de l'eau, ça pose question effectivement sur l'avenir de cette station d'épuration, peut-être à long terme ou à très long terme. Là, ce sera beaucoup plus compétent que moi pour y répondre. Merci Christian. Non, la station d'épuration, elle traite avant tout des eaux usées. Ça, c'est sa première vocation et je dirais que ça, les eaux usées, on aura beau faire. Aujourd'hui, les villes se densifient et de toute manière, la population a plutôt tendance à croître. Donc, les stations d'épuration, elles ont encore une longue vie devant elles. La question du temps de pluie, c'est une vraie question. Il faut essayer de déconcentrer les sites de traitement. Déjà, ça c'est sûr parce que la station d'Achères qui traitait toute l'agglomération parisienne, ce n'est plus possible. Et puis, d'autre part, essayer de réduire les flux qui arrivent dans ces stations d'épuration. Et c'est pour ça qu'il faut gérer les eaux pluviales à la source. On va... Mais elles ont encore de longs jours devant elles, les stations d'épuration. Très bien, effectivement. Alors, on en prend bonne note. On va avancer dans nos discussions. Peut-être juste une réaction. Alors, Aurélien, la question précédente, c'était Alexis qui nous l'a posée. Aurélien nous dit que dans votre étude de cas, et notamment dans les différents projets qui ont précédé l'étude de cas, la nature en ville se trouve surtout sur les toits. Il dit, j'ai l'impression, car les sols sont quasiment imperméabilisés en totalité. Bon, j'ai vu quand même beaucoup de sols très, très perméables, si je ne dis pas de bêtises. Mais Oui, et puis surtout, on va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la demande, c'est de désimperméabiliser. Donc, on désimperméabilise d'une part, et d'autre part, vu la contrainte, la contrainte par exemple, d'abattement des petites pluies liées au plan pluie, si jamais on a un parking souterrain, on va être obligé de mettre une dalle, enfin, on va être obligé de mettre une structure, enfin, de la végétation au-dessus. Et avec ce règlement, autant avant on mettait 5 cm de terre et donc on avait une pelouse qui crevait tout de suite, autant là on est obligé de mettre 30, 40, 50 cm de terre. Donc on retrouve une vraie nature, certes peut-être pas encore complète, mais en réalité déjà 50 cm ou 1 mètre de terre végétale, en termes de biodiversité, c'est un apport énorme. Donc on va vraiment dans le bon sens. Vous parliez à l'instant de désimperméabilisation et ce sera une dernière question avant qu'on en vienne à notre témoignage de Charlotte Van Desburg juste ensuite. Jennifer nous demandait après désimperméabilisation, donc après qu'un sol perméable, oui, oui, voilà, sans filtre. Voilà. Donc non, justement, à l'inverse. Après qu'on ait un sol bitumeux qu'on casse pour laisser passer de l'eau à l'intérieur, après désimperméabilisation, combien de temps faut-il pour que la terre redevienne vivante, nous demande Jennifer. Peut-on y planter de la végétation rapidement ou est-ce qu'il faut la nourrir? C'est vrai qu'on imagine une terre qui a été sous un bitume pendant des années, des décennies. Est-ce qu'on l'utilise dès qu'on met un peu de pioche dedans? Alors, c'est pas moi, malheureusement, je ne me souviens pas le nom c'est des paysagistes qui ont fait ça, et en Seine-Saint-Denis, où ils ont cassé le bitume, mais ils ont laissé le bitume sur place. Ils ont juste créé, ça, ils ont cassé la chose, ils ont cassé un peu la structure porteuse,
mais ils ont laissé le matériau dessus. Et en fait, L'agence Base a fait quelque chose comme ça à Lyon aussi. c'est possible, ouais. C'est peut-être. Et en 2-3 ans, il y a une végétation déjà qui repousse. Ça va très vite. En fait, c'est intéressant. Alors, je ne dis pas que c'est une terre grasse comme on peut trouver dans la Beauce, mais en tout cas, il y a déjà une végétation, il y a toute une faune, une flore qui se développe. C'est très intéressant, c'est sidérant même l'impact que ça peut avoir.